Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons Bonjour. fêter Bonjour. notre première année de confinement. Eh Voilà, oui, c'est vrai. avec ce sixième Triste webinaire, anniversaire. D'anniversaire, oui. donc organisé par le projet Habitat Défi Jeunes. Alors voilà, je m'appelle Pascal Thies, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et en tant qu'Habitat et Participation, nous assurons le rôle de chef de file de ce projet transfrontalier. Alors Habitat Défi Jeunes, en quelques mots, hein, ce sont 3 axes de travail. Donc, on essaye de mettre en place un module de formation transfrontalier entre les écoles sociales de la LA et côté wallon et de l'ISL, l'Institut social de Lille, côté français. On tente également de développer un cluster économique transfrontalier pour permettre à des jeunes en grande fragilité de réaliser du mobilier en matériaux de réemploi, et ceci grâce aux activités dynamiques portées par les associations Arcadis et Lurage côté français, et par les associations Reloja et l'Étape côté wallon. Enfin, pour réaliser également un outil numérique pour permettre à ces jeunes fragilisés de se repérer sur les territoires grâce à des informations de tout type, donc emploi, formation, mobilité, logement, etc. Et cet outil numérique se construit notamment avec vous à travers les fameuses journées Social Lab. Nous en avons déjà eu 2, nous en aurons encore une dans les mois à venir. Et tout ceci, bien sûr, ne serait pas possible sans le soutien actif des fonds FEDER, c'est-à-dire les fonds européens de développement régional, mais aussi le soutien de la région wallonne et celui de la MEL, c'est-à-dire de la métropole lilloise. Enfin, et avant de céder la parole à mes partenaires, je voudrais vous signaler que ce webinaire constitue un véritable tournant dans nos activités de ce type. En effet, les 5 premiers webinaires se sont attachés à comprendre la situation de ces jeunes en état de précarité à travers l'habitat, leur motivation, quelques success stories qui ont été explicitées, l'emploi et la question de l'errance, qui était le dernier en date. Aujourd'hui, nous entamons donc un nouveau cycle, si on peut dire, à votre demande, plus centré sur des outils et des méthodologies utiles dans un cadre professionnel. Et nous allons donc commencer par la méthode IOD et nous continuerons sans doute avec d'autres webinaires sur des méthodes comme Colors, Ennéagramme, écoute active, émotionnelle, etc., etc. Voilà, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et donc, je cède la parole à mes petits camarades. Voilà. Merci Merci. Pascal. Donc, pour ce 6e webinaire, en fait, qui va se centrer notamment sur la vulnérabilité et le versant économique, je voulais un peu faire un propos liminaire avant de donner la parole aux intervenants. Être acteur citoyen aujourd'hui et toujours, depuis toujours d'ailleurs, nécessite d'habiter un territoire et y être ancré en fait pour pouvoir y agir. Ce qui veut dire avoir un logement, avoir un emploi, être en bonne santé et avoir des revenus. C'est ce qui autorise à être sujet acteur dans des dimensions urbaines, économiques, sociales, sociétales. La vulnérabilité des jeunes est un enjeu majeur dans l'accompagnement social vers l'autonomie, notamment parce que la vulnérabilité prend racine dans la vulnérabilité économique, particulièrement dans un contexte où chacun s'accorde encore à dire que l'emploi demeure l'axe primordial pour une insertion sociale réussie. Les chiffres nous montrent qu'un cinquième de jeunes sont concernés par cette vulnérabilité versant économique, du côté français ou du côté belge. Éloignés de l'emploi, de la formation, qu'on pointe comme inemployables. L'inemployabilité est un terme fort. Il porte à lui seul une double stigmatisation, incapacité à et exclusion. Incapacité à être acteur du système économique et exclusion du système social. Nous avons déjà exploré des facettes de cette tendance à travers l'évocation du public qualifié de NEET, sans emploi, sans enseignement, sans formation, etc. Ces jeunes sont-ils pour autant sans projet, inemployables? Ce sont en tout cas des jeunes en vie et en vouloir. Pour citer Serge Ebersold dans son ouvrage qui s'intitule « La naissance de l'inemployable ou l'insertion au risque de l'exclusion », la question de l'inemployabilité ou de l'employabilité est inhérente au mode d'organisation du travail, à leur stratégie de recrutement, liant la performance de l'excellence et de la productivité. Au-delà d'un manque d'emploi,
L'intervention des pouvoirs publics est motivée par la distance, séparant les sans-emploi d'un emploi potentiel, leur désavantage professionnel compte tenu de leur niveau de diplôme, de leurs expériences professionnelles, de leur capacité à se projeter, de leurs problèmes de précarité familiale, santé, logement, etc. De l'absence d'emploi à la distance de l'emploi. Mais que faire? Quelle mobilisation? Quels acteurs? Pour quelles actions? Avec plus de 25 ans d'expérience, l'association Transfert œuvre autour du parti pris que personne n'est inemployable. Une option qui s'est ancrée sur le terrain, qui a mobilisé différents acteurs pour transformer l'inemployabilité en une employabilité possible. Transfert, c'est une philosophie qui repose sur la conciliation des enjeux économiques et sociaux. Une philosophie rendue opérationnelle sur différents territoires par la mise en œuvre d'actions reconductibles sur différents territoires et notamment à Bruxelles. Une philosophie incarnée par la méthode IOD. Pour nous en dire plus, la parole est donnée à Monsieur Olivier Janssen de l'association Transfert de Bordeaux et à Monsieur Hérold Descamps de la mission locale pour l'emploi à Bruxelles. Un grand merci à tous les deux pour nous partager votre expertise. La parole est à vous. Ben, peut-être à tout seigneur, tout honneur, Olivier, peut-être la méthode de manière globale, avant de passer à quelque chose qui sera beaucoup plus spécifique, qui est une expérience parmi tant d'autres. Alors, oui, je voulais remercier Malika pour son introduction et notamment le fait d'avoir mis l'accent sur cette fameuse question de l'employabilité. Hein, on sera amené à en reparler. Bon, je vais poser un petit peu le cadre général de la démarche IOD et puis effectivement après Hérold pourra illustrer ça à travers une expérience concrète et ce sera encore plus parlant. Donc la méthode IOD, elle est née d'une initiative bordelaise au début des années 80. Donc deux étudiants en psychologie sociale, accompagnés par un professeur à qui il faut toujours rendre hommage, qui s'appelle Denis Castra, qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans, et qui leur a fourni un peu les outils théoriques, conceptuels, pour lancer une initiative qui était en fait comment dire, une réponse au départ à une situation, vous parliez de jeunes, effectivement, une situation sur laquelle les avait interpellés un juge pour enfants et adolescents de la région bordelaise, et de façon à offrir à des jeunes en situation de récidive, en suivi socio-judiciaire, des solutions concrètes pour accéder à un véritable statut. Parce que ce dont ce juge se rendait bien compte en recevant des jeunes en situation de récidive dans son bureau, c'est qu'ils souffraient en grande partie d'un manque de reconnaissance de ce qu'ils étaient capables de faire, et que la seule chose qui leur était proposée, alors que c'était des jeunes en situation d'échec scolaire, de rupture scolaire, de décrochage, on dit aujourd'hui scolaire, tout ce qui leur était proposé, c'était des stages, de la remise à niveau, de la redynamisation, enfin voilà, des stages, c'est-à-dire en fait on leur proposait de revenir à l'école. Donc on ne répondait pas du tout à leur demande de statut. Donc c'est né de ça au départ, la méthode IOD, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Elle a été expérimentée, donc financée par le ministère de la Justice pendant des années, et donc elle a été expérimentée sur Bordeaux. Fin des années 80, une autre action s'est créée pour répondre à la mise en place du dispositif RMI. Et donc pour accompagner cette fois-ci non plus des jeunes, mais des adultes en situation de chômage de longue ou de très longue durée, allocataires de minima sociaux. Alors, cette démarche IOD, cette initiative bordelaise au départ très localisée, qui devient ensuite un projet commun d'un réseau, un réseau d'acteurs, de chercheurs, de partenaires en France, en Belgique, au Portugal, pour développer un petit peu des pratiques
qui permettent de réduire les phénomènes d'exclusion professionnelle, parce que c'est bien ça, hein, le projet IOD au départ, et ça l'est toujours. Quelles que soient ses évolutions ultérieures, ça reste un projet qui est de réduire donc les phénomènes d'exclusion professionnelle, les catégories de population qui sont durablement exclues du marché du travail, puis c'est le projet commun. Donc la question se posait, par rapport à ce projet-là, quel choix pour agir? Donc quel choix pour agir, ça demande des prises de position. Ça demande une analyse, une lecture de ce phénomène qu'est l'exclusion professionnelle, et donc des prises de position qui ensuite induisent certaines pratiques, le choix ou la recherche de pratiques alternatives. À l'époque où la méthode IOD a commencé à se constituer, hein, la méthode IOD en tant que telle, en fait, elle a été déposée à la fin des années 80. Hein, donc il y a eu toute une phase pendant les années 80 d'expérimentation avant qu'elle soit déposée et ensuite diffusée sous la forme d'un réseau. Les prises de position. À l'époque où l'action IOD a commencé à se constituer, elle est venue à contre-pied, à contre-courant, elle l'est toujours, hein, des logiques dominantes en matière d'emploi et d'insertion. Les logiques dominantes, on pourrait les rattacher à ce qu'évoquait Malika tout à l'heure, c'est-à-dire le modèle de l'employabilité. Dans cette approche classique, l'exclusion professionnelle et sociale s'explique par des caractéristiques inhérentes à certaines catégories de population, et notamment leurs difficultés, leurs manques, leurs inadaptations, etc. Donc on est sur un modèle qui vise à renforcer ou développer les capacités des personnes à travailler. En oubliant d'ailleurs très souvent que le problème n'est pas tant les capacités des personnes à travailler, c'est le problème des personnes exclues du marché de l'emploi très souvent, c'est qu'elles n'arrivent pas non pas à travailler, mais à rechercher un emploi. Parce qu'elles cumulent des caractéristiques qui les écartent des process de recrutement habituels. Mais donc voilà, c'est modèle centré sur les capacités des personnes. Et donc, depuis les années 80, c'est-à-dire depuis que le monde de l'insertion a commencé à se développer, on est sur des logiques que je qualifierais de parcourisation. C'est-à-dire, on pense l'insertion comme... Alors, on pourrait essayer d'aller lire dans le cerveau de M. Janson. On pense que l'insertion, c'est... En attendant qu'il revienne. Oui, on sent que Bordeaux, c'est très, très loin, en fait. Hein. Oui. Oui, en fait, là où il en était, c'était vraiment que l'insertion a été modélisée en termes de parcours linéaire. C'est-à-dire... Parcourisation, c'est ça qu'il disait, hein? Oui, effectivement, voilà. Donc, une étape induit une autre étape, puis une autre étape, puis encore une autre étape, pour mener normalement à terme à l'emploi. La difficulté, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a rajouté des étapes au fur et à mesure, parce qu'en fait, de l'emploi, il n'y en a pas. Et qu'on s'est retrouvé dans une sorte de mécanisme où on a individualisé une problématique qui est plutôt d'ordre sociétal, en termes d'évolution de la société, en termes d'évolution des emplois, etc. Et donc, c'est de manière inconsciente. Hein, donc, on a vraiment individualisé le problème et on a inventé ce beau terme d'employabilité. Et donc, on a à chaque fois rajouté des raisons supplémentaires d'être inemployable. Le constat part, c'est que dans les années 70 pour les Français, 70 pour les Belges, dans ces années-là, tous ces gens-là étaient à l'emploi. Et qu'il s'est passé quelque chose à un certain moment où, en même temps, parce que c'est politique évidemment, en même temps où on a la montée d'un certain système libéral qui individualise tout, on a individualisé, et donc nous, les travailleurs sociaux, sont rentrés dans le piège de l'individualisation. Okay. L'avantage de la méthode IED, c'est qu'elle ramène les acteurs, les différents acteurs, dans leurs rôles sociétaux, leurs différents rôles sociétaux. Donc, je ne sais pas si Olivier, parce que sinon je vais faire tout l'exposé à sa place, le pauvre. Non, il n'est toujours pas là. Bon, voilà. Bon, je continue, hein, comme ça, il n'y a pas de blanc. Merci. Et donc, voilà. Donc, pour moi, la dimension politique est primordiale. C'est-à-dire, c'est d'abord une vision de l'humain. C'est une vision
du travailleur, une vision à l'ancienne, où le contrat social passe principalement, que ça nous plaise ou pas, par un contrat de travail. Passe par la possibilité de participer à la société, par son pouvoir d'achat, mais aussi par le fait de, lorsqu'on se présente, on ne dit pas « Bonjour, je m'appelle Hérold et j'adore la lasagne ». Mais « Bonjour, je m'appelle Hérold, je fais tel métier ». Okay, donc on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que simplement de l'activité. Okay. Le fait d'avoir linéarisé, donc d'avoir fait un parcours d'insertion, empêche les personnes de pouvoir se dire, mais en fait, à la base, peut-être que le contrat de travail va régler les autres problèmes. Peut-être que le contrat de travail va permettre de pouvoir se trouver un logement plus adéquat. Okay. Alors que dans les critères d'employabilité, on avait très souvent l'habitat vétuste, la difficulté de se déplacer. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas de véhicule et à qui on va dire, mais tant que vous n'avez pas de véhicule, vous ne travaillez pas, et qui vont vous répondre, mais tant que je ne travaille pas, je ne peux pas acheter un véhicule. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Okay. Et donc, on est parti dans un autre système qu'on appelle le système itératif, c'est-à-dire des essais-erreurs. On essaye par des mises en relation, on essaye de faire en sorte que la personne change sa façon de voir. Un exemple vraiment typique, qu'on rencontre très régulièrement, c'est la dame seule avec enfant. Okay. On dit une femme seule avec enfant, c'est pas évident du tout de trouver un boulot parce qu'il faut aller soit à la crèche, soit à l'école. Les enfants sont malades, enfin, on connaît toutes les filières de relégation à ce niveau-là. Okay. Sauf que, à partir du moment où elle travaille, elle peut se payer quelqu'un qui va garder les enfants. Et que ça n'a pas spécial, c'est pas dans tous les cas, il ne faut pas exagérer non plus, mais donc ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas linéaire, mais c'est fort itératif, c'est-à-dire c'est la répétition de différentes choses. Ce que nous avons voulu expérimenter ou en tout cas changer lorsqu'on a commencé la méthode IOD, c'était en 2015. Donc ça fait 6 ans déjà. En 2015, on a fait des constats. Le premier constat, c'est justement que dans les années 70, tous ces gens-là, ils étaient à l'emploi, ils ne se posaient pas la question. Okay. La deuxième chose, c'est que l'inclusion passait par le contrat de travail, ça je l'ai déjà dit. On est reparti aussi sur l'individualisation des problèmes, mais on est reparti aussi sur les systèmes de relégation. Donc, on se rend compte qu'il y avait un système de relégation qui était à l'emploi, puisqu'on se retrouvait avec des personnes qui n'avaient pas certaines qualifications, okay, avec une sorte de déséquilibre dans l'offre et la demande. Et moi, en tant qu'employeur, évidemment, je pars du principe de qui peut le plus, peut le moins. Et donc, j'ai intérêt à engager un universitaire pour tenir la caisse de mon magasin. Okay. On s'est rendu compte au fur et à mesure que c'est faux. Parce que si on veut promouvoir un emploi durable, et c'est ce que la méthode IOD fait, c'est promouvoir l'emploi durable, c'est qu'on doit être plutôt dans la logique, ce travail fait sens pour moi. Parce que va faire l'universitaire en même temps qu'il travaille? C'est qu'il va chercher mieux. Et donc, il n'y a pas spécialement un gain à long terme. Et donc, on s'était bien rendu compte que les postes les moins qualifiés de ce que nous appelons les postes de première qualification ou de qualification intermédiaire étaient des postes d'abord qui étaient très peu investis, très peu analysés, parce que tout le monde sait bien qu'un magasinier, tout le monde sait ce qu'il fait. Sauf que dans une entreprise, le magasinier ne fait pas la même chose que dans l'autre. Mais ça n'est pas analysé parce qu'on va analyser des postes bien plus élevés. Okay. Et donc, on se retrouvait comme ça avec de la relégation des personnes qui n'avaient pas de diplôme et qui étaient incapables de monter sur des postes qui leur correspondaient. Voilà, je me tais, je laisse continuer. Bon, alors oui, je vois que Hérold était en train d'illustrer de manière très concrète, effectivement, le travail qui est réalisé. Mais donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était le point de départ, c'est-à-dire ce à quoi les créateurs de la méthode IOD se sont trouvés confrontés comme modèles dominants, hein, et qui sont encore aujourd'hui des modèles qui structurent largement les politiques d'emploi et d'insertion, ce modèle du parcours. Hein. Faut avoir quand même une réflexion là-dessus, parce que ce modèle du parcours, comme l'a évoqué Malika, non seulement comme il est mis en place par rapport à cet autre modèle
qui est l'employabilité, hein, puisqu'on met en place des parcours pour développer l'employabilité des personnes. Non seulement il est porteur d'une stigmatisation des personnes, donc stigmatisation des personnes auprès de l'environnement, mais on l'oublie toujours, en psychologie sociale, on appelle ça la menace du stéréotype, intériorisation par les personnes du stigmate social qui leur est renvoyé. Hein. Mais en plus, ces logiques de parcours, comme on est sur des parcours de plus en plus longs, hein, avec de plus en plus d'étapes, de prérequis, hein, avant l'emploi, il y a la formation qualifiante, avant, il y a la remise à niveau, avant, il y a le projet, avant, il y a la résolution des freins sociaux. Donc, vous voyez qu'on est aussi sur des logiques institutionnelles qui, de fait, jouent sur le mode de la prophétie autoréalisatrice. Hein, c'est-à-dire que, en mettant en place des parcours parce qu'on considère que les gens ne sont pas assez employables, de fait, on allonge leur mise à l'écart du marché de l'emploi. Et donc de la confrontation à la réalité des situations de travail. Donc le modèle IOD, il est parti déjà d'un premier constat. Hein, les années 80, c'était déplacer déjà la question. Le problème est moins dans les capacités des personnes que dans la manière dont fonctionne le marché du travail. Et le constat qui était fait, c'est que déjà dans le fonctionnement naturel du marché du travail, les opportunités d'emploi, les offres, ne vont pas à certaines catégories de personnes. C'est-à-dire que non seulement elles n'accèdent pas au recrutement, à l'entretien de recrutement, mais même en amont, elles n'accèdent pas aux offres disponibles sur le marché du travail. Donc, l'idée première, ça a été de partir non pas d'un déficit de compétences ou de capacité des personnes, mais d'un déficit de réseau, et donc d'agir dans un premier temps sur la mise en relation. Ça a été le maître mot au départ de la méthode IOD, multiplier les mises en relation entre deux acteurs qui ne se rencontrent pas, les demandeurs d'emploi et les entreprises, avec l'idée que ça profiterait aux deux. Puisque les deux, si on parle des employeurs et qu'on parle des TPE, PME, sont aussi parfois des personnes, des acteurs dépourvus de réseau, hein, et qui ont du mal à répondre à leurs propres besoins. Donc, ce modèle de mise en relation, il a fonctionné hein, pendant les premières années de la méthode IOD. Et ensuite, il y a eu une deuxième étape hein, dans la construction de la méthode IOD. L'idée que non seulement il fallait agir sur la mise en relation, mais qu'il fallait, si on voulait vraiment que les personnes les plus éloignées du marché du travail, hein, c'est-à-dire en fait celles dont le marché du travail c'est le plus éloigné, si on voulait que ces personnes accèdent à l'emploi, il fallait réfléchir aux pratiques de recrutement. Et il fallait proposer des alternatives à des pratiques de recrutement qui s'avèrent inutilement sélectives. Hein. C'est-à-dire basées sur des profils de candidats stéréotypés, basées sur la lecture, de la sélection sur CV. Hein. On sait que le CV, finalement, ne sert qu'à une chose, c'est à activer des stéréotypes hein, par rapport à tout un tas d'informations qui sont contenues dans les CV et qui vont ensuite venir, je dirais, biaiser le regard porté sur la personne et sur ses capacités de travail. On peut prendre de multiples exemples. Hein. Dans un CV, on voit si une personne a eu des coupures dans sa vie professionnelle, n'a pas travaillé de telle période à telle période. On voit évidemment si une personne n'a pas de formation, de diplôme, évidemment ça se voit. Si une personne vient d'un quartier stigmatisé, tout de suite, ça va activer là aussi tout un tas de représentations sur les jeunes qui vivent dans ces quartiers-là. Enfin, voilà. L'âge, le sexe, voilà, tout ce qu'on veut. Donc, l'idée que ces pratiques de recrutement généraient de la sélectivité, d'une part, donc de la mise à l'écart de certaines catégories de population, et en même temps, du point de vue même des entreprises, étaient tout à fait contre-productives, parce que, en sélectionnant sur CV, on ne se pose plus la question essentielle qui est le travail. Donc, l'idée à la fois, je dirais, de supprimer hein, des pratiques sélectives, évidemment de proposer des alternatives qui remettent le travail au cœur des échanges. Donc ça a été, je dirais,
le premier pari de la méthode iodée, amener les entreprises vers des pratiques de recrutement différentes. Des pratiques de recrutement médiées, où effectivement l'intermédiaire ne se contente pas de mettre face à face l'offreur et le demandeur. D'ailleurs, il faudrait revenir sur ces questions d'offreur et de demandeur. Il faut rappeler qu'en économie, l'offreur et le demandeur, c'est inversé. C'est l'offreur de travail et le demandeur de candidats. Mais voilà, faire intervenir le médiateur dans ce processus de recrutement et surtout créer des situations de recrutement qui remettent le travail au cœur des échanges et qui fassent que recruteurs et candidats parlent non pas du passé de la personne, de son parcours, de sa biographie, mais parlent du poste de travail. Donc, c'est notamment la raison de la constitution de cette pratique qu'on appelle, dans le jargon iodé, l'EMR, l'entretien de mise en relation, qui consiste à faire se rencontrer recruteurs et candidats devant le poste de travail, pendant un temps de travail, de façon à pouvoir parler de la manière la plus concrète possible du poste. Et vous voyez qu'on est aussi dans une situation où les choses se rééquilibrent, puisque dans un entretien d'embauche classique, c'est le recruteur qui cuisine le candidat, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il lui pose des questions, avec un candidat qui est un petit peu en position défensive, il ne sait pas quelles questions on va lui poser, il se dit qu'il y a des pièges, etc., à une situation rééquilibrée qui est un dialogue entre deux professionnels, avec entre eux le poste de travail qui vient médiatiser leur relation. Donc du coup, l'entretien s'engage sous des auspices complètement différents, puisque c'est l'employeur qui commence à parler du poste de travail, à présenter le poste, et la personne, ensuite le candidat qui pose des questions. Et il pose des questions à l'employeur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand la machine tombe en panne, etc., etc. Et là, l'employeur porte un autre regard sur lui parce que le candidat pose des questions professionnelles et s'engage, encore une fois, un dialogue entre professionnels. Donc voilà, il y a eu cet enjeu, réduire la sélectivité du recrutement en créant des alternatives aux pratiques de recrutement habituelles, réduire également la précarité de l'offre de travail, en amenant le plus possible les employeurs à renégocier leur offre de travail, à proposer des contrats plus pérennes, des contrats de droit commun, des contrats plus pérennes, c'est-à-dire des contrats qui soient véritablement vecteurs à la fois d'intégration pour les salariés et de fidélisation pour l'entreprise. Donc là aussi, il y a eu toute une réflexion pour amener à montrer à l'employeur que le CDI, réhabiliter le CDI comme un outil de management. C'est-à-dire, si vous voulez faire que le nouveau salarié, si vous voulez réussir votre recrutement, il faut mettre le nouveau salarié dans les meilleures positions possibles, dans la meilleure position possible. Et la meilleure position possible, c'est lui attribuer un statut plein et entier qui l'intègre véritablement au collectif de travail. À l'inverse, on sait que le CDD, le fameux CDD test, est une prolongation du recrutement, en fait une continuation de l'évaluation du candidat, et évidemment, ça rejaillit sur le comportement du candidat en situation de travail, parce qu'il n'est pas intégré de la même manière dans le collectif. Et il est lui-même dans une position où il sait qu'il est évalué. Donc voilà, ça c'est le deuxième enjeu. Premier enjeu, réduire la sélectivité des recrutements. Deuxième enjeu, réduire la précarité des offres de travail. Et puis troisième enjeu qui s'est développé, qui est développer les processus d'intégration au sein des entreprises. C'est-à-dire amener les employeurs à penser la réussite du recrutement, non pas comme dépendante d'une sélectivité accrue en amont, de profils de candidats avec toujours plus d'exigences, etc., mais d'une réflexion sur comment je fais en sorte, d'une part, d'informer au mieux les candidats potentiels sur mon offre de travail, c'est-à-dire dans la rédaction de mes annonces, dans la transmission de mes offres d'emploi, plutôt qu'en rajouter dans les exigences en termes de profil, parler du poste, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement sur le poste, dans quelles conditions, avec qui on travaille, etc. De façon à ce que les personnes puissent se positionner en connaissance de cause. Et ça rejoint de nombreuses études en sociologie du travail qui montrent que la réussite d'un recrutement, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le réalisme des attentes. C'est-à-dire le fait qu'il y ait le moins de décalage possible entre ce que la personne s'attendait à trouver et ce qu'elle découvre en commençant dans l'entreprise.
Donc ça, c'est le premier facteur. Et puis le deuxième facteur, c'est qu'est-ce que l'entreprise va mettre en place dès le premier jour pour permettre à la personne de prendre ses marques progressivement sur son poste et dans l'entreprise. Donc ça passe par la réflexion en amont sur la mise en place d'un plan d'intégration. Hein. Alors le terme plan d'intégration peut faire peur, mais c'est souvent des choses très simples. Hein. Je pense que Hérol pourra les illustrer. Hein. Des choses très simples qui permettent juste une certaine progressivité, ne serait-ce que dans les attentes envers le nouveau salarié. Hein. Un nouveau salarié, il est souvent noyé d'exigences multiples et parfois même contradictoires, hein, entre celles de l'employeur, celles du N+1, celles de ses collègues. Donc, clarifier les attentes et notamment identifier les priorités en termes d'attente. Et puis, organiser les soutiens auprès du nouveau salarié, faire en sorte que répartir, si vous voulez, un peu la charge de l'intégration dans le collectif de travail, que le nouveau salarié sache que si j'ai un problème par rapport à telle tâche de mon poste, c'est vers telle personne qu'il faut que je me tourne parce qu'elle a de l'ancienneté, elle connaît bien le matériel, etc. Si j'ai une question sur l'organisation du travail, etc., c'est plutôt telle personne, etc., etc. Donc voilà, organiser les soutiens du nouveau venu pour favoriser son intégration et amener, de même qu'il y a la méthode iodée fait de la mise en relation en amont de l'emploi, hein, elle fait aussi de la mise en relation pendant l'emploi, hein, pour amener aussi l'employeur et le nouveau salarié à communiquer, à prendre des temps pour se poser, pour valoriser les avancées, ce qui ne se fait pas naturellement, hein, parce que on pense que quand ça se passe bien, c'est normal, donc on ne le dit pas. Or, c'est important pour un nouveau venu de savoir qu'il y a des signes de retour positif sur son travail et surtout de savoir en quoi son travail est apprécié. Et puis aussi pour anticiper d'éventuelles difficultés ou les traiter quand elles apparaissent. Donc pour ça, il faut créer un lien aussi dans l'emploi. Parce que souvent, dans le monde de l'entreprise, hein, petite ou grande d'ailleurs, on pense communiquer parce qu'on se côtoie au quotidien. Hein. On se croise au quotidien, on parle au quotidien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on communique. Hein. Pas pour autant qu'on prend le temps de se poser et de mettre à plat un certain nombre de choses positives ou moins positives. Donc voilà, il y a eu ces trois enjeux successifs, sélectivité, précarité, intégration, qui ont amené à développer des stratégies encore plus poussées pour être en position d'influence auprès des entreprises et donc en position d'influence pour les aider à faire bouger les lignes de leurs pratiques de recrutement et d'intégration. Et donc, pour se mettre en position d'influence par rapport à un interlocuteur, évidemment, la meilleure stratégie, ça reste de lui apporter un service. Et donc ça, c'est aussi effectivement un regard qui est porté cette fois-ci sur l'entreprise. L'entreprise est un acteur social comme un autre, aussi en difficulté que d'autres, parfois aussi démuni que d'autres. Et donc, il faut l'aider à se poser les bonnes questions et à y apporter les bonnes réponses. Donc, ça veut dire que l'intervention iodée se situe résolument du côté de la gestion des ressources humaines, hein, au sein des entreprises. Pour reprendre une expression du président du conseil scientifique de transfert, Laurent Duclos, il a bâti ce concept d'employeurabilité, hein, comme alternative à celui d'employabilité. L'employeurabilité, elle désigne quoi? Elle désigne la capacité du chef d'entreprise à exercer sa fonction d'employeur. Parce que très souvent, les patrons de TPE, PME sont d'excellents entrepreneurs. Ils ont leurs projets, ils connaissent bien leur secteur d'activité, leur métier. Mais par contre, ils n'ont pas été formés à être employeurs. Ils deviennent employeurs quand il faut commencer à l'être, quand il faut faire, par exemple, la première embauche. Et comme ils n'ont pas eu de réflexion sur le sujet auparavant, et qu'ils n'ont pas été formés à ça, ils prennent ce qui existe sur le marché du travail. Bon, par exemple, le tri sur CV, hein, voilà. Ou différentes manières d'évaluer les candidats. Et donc, ils restent dans une approche très personnologique. Plus j'aurai d'exigences envers les candidats, plus je serai rassuré par rapport aux réponses à mes besoins en recrutement.
Donc voilà, il faut les aider un petit peu là aussi à renverser la perspective et à se rendre compte que ce sont eux qui ont les clés de la réussite des recrutements. Donc à développer leur employabilité, c'est-à-dire l'exercice de leur fonction d'employeur, leur capacité à formaliser, à structurer, à installer des situations de gestion RH. Et le recrutement, par exemple, la définition du besoin, c'est une situation de gestion RH. L'entretien de recrutement, c'est une situation de gestion RH. Les entretiens d'accueil, les entretiens avec les nouveaux salariés, ce sont des situations de gestion RH. Donc là, on est effectivement depuis quelque temps, si vous voulez, c'est comme dérouler un fil. Hein. Je vous disais au départ, on était sur un modèle de mise en relation, mais pour faire de la mise en relation, ben, il fallait aller vers les entreprises. Et en allant vers les entreprises, toute l'histoire de la méthode iodée, c'est de s'apercevoir que ben, on essaye d'obtenir des effets de changement, on y arrive, et en y arrivant, on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin. Qu'on peut renégocier des choses qu'on ne pensait pas forcément négociables au départ. C'est ce que disent d'ailleurs souvent les chargés de mission iodée hein, au bout de quelques années d'exercice. Quand on leur demande qu'est-ce qui a changé par rapport à leur début, la réponse qui vient le plus fréquemment, c'est j'ose plus, j'ose davantage qu'avant par rapport aux employeurs. Voilà. Leur poser des questions que je n'aurais pas posées avant, leur suggérer des choses que je n'aurais pas posées avant, voire un peu parfois les bousculer dans leur pratique, voire aussi leur dire non. Voilà. Donc, voilà. Alors, depuis quelque temps, par exemple, on a créé sur certaines équipes, et notamment sur les équipes D2C qui sont portées directement par transfert en Gironde, une fonction d'appoint qui s'appelle délégué territorial et qui là, est une personne qui n'intervient pas dans les actions de médiation ou de manière très marginale. Son travail, c'est de préparer le terrain dans les entreprises, de sensibiliser les entreprises à cette question d'une gestion RH plus équilibrée et plus pertinente, et donc plus intégrante. Donc, ils le font sous forme, par exemple, de diagnostic RH. Ils le font en animant des groupes de travail thématiques, c'est-à-dire des groupes inter-entreprises sur des thématiques comme recruter différemment, fidéliser ses salariés, former ses salariés, etc., etc. Donc, des thématiques RH. Donc, voilà en gros un petit peu, si on pose le cadre général, l'orientation générale hein, dans l'évolution de la méthode iodée. Hein. Donc, vous voyez que c'est un modèle qui, au départ, fait de la mise en relation, du rapprochement offre-demande, et qui, aujourd'hui, va plus loin que le rapprochement offre-demande. On n'est même plus dans le rapprochement offre-demande, on est dans l'entre-définition entre l'offre et la demande. Et donc, pour ça, on crée des situations de rencontres hein, en amont du recrutement, pendant le recrutement, qui sont des situations qu'installent effectivement les chargés de mission iodée. Je dirais, si on devait définir l'expertise des chargés de mission iodée, j'aime pas ce terme d'expertise, mais en tout cas, voilà, leur professionnalité spécifique, c'est certainement pas une expertise dans le diagnostic, hein, ça c'est le diagnostic hein, des personnes, hein, cette espèce d'illusion du savoir sur l'autre hein, qu'on retrouve, à mon sens, un peu trop fréquemment dans les dispositifs, hein, le diagnostic, le bilan. Donc, je me construis un savoir sur l'autre. Hein. Non, là, on est résolument dans une posture de non-savoir, hein, pour reprendre l'expression d'un philosophe français qui s'appelle Miguel Benassayag. Et parce que dès lors qu'on pense avoir un savoir sur l'autre, on n'est plus dans la rencontre, on n'est plus dans la découverte, et donc on n'est plus dans la co-construction. Donc, passer d'une expertise de diagnostic à une expertise relationnelle qui est de construire des cadres de coopération entre acteurs, et notamment d'installer des situations nouvelles dans l'entreprise. L'EMR dont je vous parlais, c'est une situation nouvelle qu'on installe dans l'entreprise. Donc, c'est avant tout ça, je dirais, le métier de chargé de mission iodée, c'est d'installer des situations et ensuite de les accompagner, d'accompagner les acteurs dans ces situations nouvelles qui ont été installées. Je vais revenir un petit peu en amont de tout ça et expliquer pourquoi la mission locale a voulu faire ça. Oui. Je trouve que c'est important. Donc, j'avais déjà, pendant la petite interruption, expliqué qu'il y avait une dimension politique, évidemment. Il y avait une dimension aussi de lutte contre la discrimination. Et autre chose qui nous plaisait dans la méthode iodée au niveau politique, au niveau philosophique, c'est la non-mise en concurrence.
ce qui permet justement, comme je parlais des filières de relégation, d'éviter la relégation. Donc ça, c'est vraiment des aspects philosophiques qui nous intéressaient. Il y avait une autre dimension qui nous intéressait, c'était l'aspect, désolé de le dire platement comme ça, mais clé sur porte. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un modèle d'organisation, un modèle de structuration qui nous permettait de pouvoir lancer un projet assez facilement. À partir du moment où on a des bons acteurs, ça c'est une autre histoire, heureusement on les avait. Mais donc pouvoir vraiment se lancer assez rapidement et pouvoir changer les choses. Pourquoi changer les choses? Parce que ça faisait des années, ça fait 24 ans que je travaille à la mission locale de Forêt, ça faisait des années qu'on faisait du contact entreprise, mais avec tous les préjugés, toute la dimension stéréotype qu'on avait sur les employeurs. L'employeur est un salaud, l'employeur est un exploiteur, il est raciste. Enfin, le bon travailleur social dans toute sa dimension. Et puis on s'est rendu compte évidemment que ce n'était pas vrai, que c'était absolument pas vrai, mais qu'on avait besoin d'avoir, comment dire ça, un changement de paradigme. Et de commencer à se dire, attends, ici on doit être dans autre chose. Je ne peux pas aller chez l'employeur avec mon système de prophétie autoréalisée en disant de toute façon il ne voudra pas. Donc ça ne va pas le faire du tout. Donc on s'est dit, ben, tiens, prenons du recul par rapport à ça, cessons d'être le travailleur social habituel, spécialiste de la l'anamnèse, spécialiste du diagnostic, spécialiste de l'entreprise, alors que j'ai toujours travaillé dans la même mission locale. Évidemment, je suis spécialiste de l'entreprise. Et je dis, mais ayons un peu d'humilité. Ayons l'humilité de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne en entreprise en vrai. Et je ne sais surtout pas, et ça on l'a compris tout de suite, je ne sais surtout pas comment ça fonctionne dans une entreprise déterminée. Il n'y a pas de système commun, il n'y a pas de mode de fonctionnement commun. Tous les employeurs ne sont pas bac plus 17. C'est le gars qui a monté sa boîte et qui s'en sort même parfois très très bien, mais qui a peur parfois d'engager. Il ne sait pas très bien comment il va faire, il ne sait pas comment ça va jouer. Et donc on s'est dit, on reste travailleurs sociaux, on en est fiers, mais on change de posture. Et la posture qu'on veut adopter, c'est la médiation. Nous allons devenir des médiateurs entre des professionnels et des employeurs. C'est-à-dire que les deux ont la même valeur. Les besoins sont relativement les mêmes et les craintes sont relativement les mêmes. Okay? Et donc, prenons une méthode qui va nous permettre vraiment de jouer ce rôle de médiateur. Ce qui nous intéressait, cette médiation joue sur la discrimination. C'est-à-dire, elle permet, par l'objectivation, par l'analyse, de diminuer la discrimination, mais sans jamais le dire. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on n'arrive pas avec notre petit bâton de pèlerin en disant « il faut que vous engagiez des pauvres ». Non, ce qui est intéressant, c'est que vous engagiez quelqu'un qui va correspondre à votre poste. Voilà. L'autre dimension sur laquelle on avait travaillé aussi, pourquoi on a pris la méthode IED, c'est cette chouette, comment dire ça, gentiment, hein, j'essaie de le dire gentiment en fait, ce chouette concept qui est la motivation. Je ne sais pas vous, mais moi, si on me propose un travail d'assistant sanitaire, je ne vais pas dire à l'employeur, j'ai rêvé toute ma vie de nettoyer votre toilette. Et alors que l'employeur lui demande, ouais, alors c'est quoi votre motivation? Ben, genre pas crever de faim, par exemple. Et donc, on s'est dit, mais cette dimension de motivation, elle est complètement caduque, elle n'a aucun sens, et au contraire, elle est tellement subjective qu'elle ne fait que desservir les personnes. Donc ça, c'est vraiment les raisons qui nous ont poussé à se dire, OK, on se lance dans l'IED. Le préalable qu'on a pris avant de se lancer réellement dans l'IED en 2015, c'est de se dire, si on fait l'IED, on se fait super orthodoxe. C'est-à-dire que si on joue l'IED, on joue l'IED à fond. Et donc, pas question de dévoyer les méthodes, pas question de changer certaines choses. On a changé des choses, ne vous inquiétez pas, c'est plus fort que nous. Mais on respecte le principe, on respecte les enchaînements, on respecte les chiffres, on respecte pas mal de choses. Et donc ça, on trouvait ça super intéressant.
Le rôle de médiateur, il joue à différents niveaux. Il joue à des moments clés, comme tu le disais, Olivier, au moment de l'analyse de poste. Je pense que c'est le moment clé. Lorsqu'un chargé de mission IED débarque dans une entreprise, systématiquement, l'employeur va parler de ses besoins. Mais il ne parle pas de ses besoins réellement, il parle de sa représentation de ses besoins. Notre travail, c'est d'objectiver ça. Okay? Avec, bon, vous êtes sur la zone frontalière, franchement, est-ce que pour nettoyer, il faut vraiment être bilingue? Et quand je dis bilingue, je ne parle même pas français-néerlandais. Hein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à certains moments? Qu'est-ce que vous voulez, un traducteur ou vous voulez un nettoyeur? Ah bon. Et donc, pouvoir comme ça déconstruire des représentations. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'analyse de poste. On analyse à fond. On a une grille de lecture, on a une grille d'analyse. On a les petites idées derrière la tête aussi, évidemment, ce qui nous permet de déconstruire les représentations de l'employeur. Okay? Avec quelque chose qui est très important par rapport au poste de basse qualification, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif, hein, de basse qualification, c'est qu'on vous lance comme ça un nom de fonction, mais ça ne veut absolument rien dire. D'autant plus que chaque entreprise a des besoins tout à fait particuliers. Donc, le premier moment de médiation et de lutte contre la discrimination, c'est ce moment-là. Le deuxième moment, comme Olivier l'a dit, c'est la mise en relation. Okay. Là, on est médiateur, et qui dit médiateur, nous sommes des joyeux animateurs de la rencontre. Okay. Et donc, c'est carrément nous qui distribuons la parole. Hein, avec, alors c'est dit platement et sur le ton de l'ironie, moins le pro parle, plus il a des chances d'être engagé. Autrement dit, plus on fait parler l'employeur qui présente son poste, plus les réactions du pro seront par rapport aux propos. Okay? Et donc, on restera sur l'objet et pas sur les sujets. Okay? Le troisième aspect aussi de médiation, c'est le démarrage. Le démarrage est un moment clé. La personne, lorsqu'elle arrive, à qui elle parle, qui la prend en charge, pour faire quoi, elle sera habillée comment, qui va lui donner les vêtements de travail, qu'est-ce qui va se passer. Okay? C'est toujours un moment de flottement. Et donc, ce moment de démarrage est super important. Et là, je vais boucler la boucle qui est en fait le suivi post-embauche. C'est-à-dire, lorsque la personne a démarré, donc, nous, on la voit le premier jour, on la voit la première semaine, on la voit le premier mois, puis on se fait un peu plus calme, histoire de ne pas commencer à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et donc, là, le suivi post-embauche a été négocié dès l'analyse de travail. Ce qui veut dire, on sait très bien qu'est-ce qu'on attend du travailleur au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Et donc, nous, notre accompagnement, c'est 6 mois après le début du contrat de travail. Okay. Donc ça, on trouvait super intéressant d'être médiateur. Et alors, c'est très amusant parce que plus on a travaillé en entreprise, moins, en tant que travailleurs sociaux, moins nous avons un discours sur l'entreprise. C'est qu'on rencontre des gens, on rencontre des personnes, okay, et c'est super intéressant, c'est de se rendre compte que le rôle de médiation ramène les deux acteurs à leur dimension sociétale. C'est des acteurs de la vie, c'est des acteurs de la société, okay? Et on enlève cette disparité. Autre chose, alors ce que je trouve intéressant aussi, c'est dans ce rôle de médiateur, de chargé de mission, c'est la force de proposition. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avant, en tant que travailleur social, donc que je suis, hein, j'assume pleinement, hein, en tant que travailleur social, on analysait la demande, bien analyser la demande du demandeur d'emploi, qu'est-ce qu'il cherche, précisons, faisons un ciblage entreprise, voyons un peu quelles sont les entreprises qui engagent, etc. Préparons l'entretien d'embauche, on va un petit peu mentir sur le CV, je vous jure, je l'ai fait plusieurs fois, histoire que le CV colle bien à l'entreprise où on va aller. Okay. Préparons les questions qu'on sait très bien qu'on va leur poser et pas de bol, on en pose d'autres. Et donc, renversons la logique, plutôt que de faire la l'anamnèse et plutôt que de cibler des employeurs, et si on était des bons petits opportunistes? C'est-à-dire, on va présenter toutes les offres à tout le monde.
Et donc, c'est dire, mais qui je suis, moi, pour savoir que telle personne ou telle personne veut faire tel ou tel boulot. Je me dis que si elle voulait vraiment faire, alors j'exagère, là, je suis dans la caricature, je le fais exprès, hein. Si elle voulait vraiment faire ce boulot-là, eh ben, elle suivrait une formation et elle y serait. En disant, c'est pas si simple, c'est vraiment pas si simple. Et donc, ce qu'on fait, c'est que nous avons un tableau chronologique de l'ordre d'entrée des professionnels que nous avons chez nous. Et systématiquement, quand nous avons une offre, nous faisons le tour en commençant par le plus ancien et on remonte. Plus de discrimination, on s'en fout homme-femme, on s'en fout de savoir si elle a déjà dit oui ou non à ce type d'offre. On le dit, hein, dès l'accueil, c'est fini, on ne veut rien savoir, c'est oui ou c'est non, pourquoi et est-ce qu'on y va. Et on se retrouve avec 80-85%, 80 ou 85% des pros à l'emploi, dans un emploi dont ils n'avaient jamais imaginé, même parfois l'existence, ou la possibilité de pouvoir y monter. Et donc, cet aspect opportuniste, je trouve, est vraiment très intéressant. Alors, ça remet en question le travail social, soyons clairs, ça remet en question ma position de travailleur social, mon expertise préalable, ou ce que je croyais de l'expertise préalable, où je disais, je suis capable de savoir ce que les gens veulent réellement. Mais soyons réalistes, il faut peut-être vouloir un peu ce qu'il y a aussi. Et donc, la possibilité de refuser induit justement le biais, d'éliminer le biais de la motivation. J'explique. La personne qui rentre dans notre service, la première fois qu'elle vient, la toute première fois qu'elle vient, elle est très surprise, parce qu'elle vient avec son CV, évidemment. Hein. Elle dit, ben, d'abord, le CV, on ne va pas le lire, parce que nous, votre passé, ce n'est pas spécialement le plus intéressant, c'est votre futur qui compte. Donc, on ne va pas regarder le passé, on va regarder le futur. Okay. Et la seule chose qu'on fait lorsque la personne vient pour la première fois, on lui présente 3 offres. 3 offres d'emploi, donc ce que nous on appelle les AST, les analyses de situation de travail. On lui présente 3 offres et on lui dit, tu les classes plus intéressantes à moins intéressantes. Et franchement, si les 3 ne sont pas intéressantes, c'est bien aussi. Okay. Et c'est seulement à partir de son positionnement qu'on commence à travailler sa recherche d'emploi. Okay. Mais pas sur des préalables. Les gens n'ont pas spécialement la connaissance, surtout les personnes les plus éloignées de l'emploi, n'ont pas spécialement le cadre de référence, les connaissances de l'ensemble des emplois qui existent. Alors, je ne sais pas vous, mais moi non plus d'ailleurs. Donc, ça nous apporte une forme d'humilité, et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant, et ça nous a vraiment plu dans ce travail, c'est de se dire, ayons l'humilité de savoir qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas en fait ce que les personnes veulent. Ce n'est pas à moi à dire que parce que telle personne a une addiction, elle ne sera pas capable de travailler. Parce que franchement, on connaît tous des personnes qui travaillent et qui ont des addictions. Voilà. Ce n'est pas parce que je sors de prison que je ne suis pas capable de faire certaines choses. Okay. Avec des personnes, quoi, vous ne dites pas que les personnes sortent de prison. Ben non, c'est le passé, non, c'est le futur qui compte. On s'en fout de ce qu'il a fait avant et ça n'a absolument aucun intérêt. Pas de CV. Donc, c'est clair, nous ne remettons jamais de CV aux gens, aux employeurs. Ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle une fiche technique. Et la fiche technique reprend en fait toutes les informations dont on a besoin pour signer un contrat. Et c'est tout. Et donc, ça marche. Sincèrement, ça marche. C'est assez difficile, ça prend du temps. Donc, c'est assez difficile pour les travailleurs sociaux de faire le pas. Ça demande pas mal de... Je me le permets parce que je n'ai pas été chargé de mission, hein, donc je peux me permettre de le dire. Ça demande pas mal d'humilité et d'accepter de changer de paradigme, de changer de façon de fonctionner. Aussi, le paradigme, c'est des croyances, c'est ce qu'on imagine, mais aussi le mode de fonctionnement. Et ça prend, allez, on va dire, 2 ans, 2 ans et demi avant que les personnes partent. Okay. Avec systématiquement au démarrage, les chargés de mission, c'est oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, s'il vous plaît, prenez-en un. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, la capacité de négociation, la capacité de médiation augmente et qu'on se retrouve dans des systèmes. Donc, nous avons, par exemple, je prends des exemples, nous avions une personne totalement analphabète
qui s'est retrouvé vendeur en librairie. Eh ben, ça n'a posé aucun problème. Absolument aucun problème. Et comme je vous dis, donc 80-85% de nos pros sont à l'emploi sur des emplois qu'ils n'avaient absolument jamais imaginés et qui n'a rien à voir, et ça c'est vraiment important, avec leur histoire. Ce qui veut dire que c'est des postes qu'on ne leur aurait jamais proposés. Okay. Donc, l'idée, ce n'est pas de nier les personnes non plus. Hein. Donc, on se rend compte que la méthode IED n'est pas valable pour certaines personnes. La méthode IED n'est pas valable pour les monomaniaques, c'est comme ça qu'on les appelle nous, c'est-à-dire les personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent et qui ne veulent qu'une chose. Okay. Donc, la méthode IED fonctionne principalement avec les personnes qui font très peur aux travailleurs sociaux. Et vous voulez quoi comme emploi? Oh, n'importe quoi. Généralement, ça fait très peur aux travailleurs sociaux. Eh bien, nous, on dit merci. Donc, c'est vraiment pour ce public-là. Okay, ça, c'est une première chose. Et on se rend compte aussi que la méthode IED n'est pas efficace pour les personnes primo-arrivantes qui étaient très diplômées dans leur pays d'origine. Parce qu'il y a un travail de deuil à faire qui n'est pas toujours fait sur le changement et c'est très souvent perçu comme étant limite insultant ce qu'on leur propose comme poste. Et on s'est rendu compte que vraiment pour ces personnes-là qui étaient très qualifiées dans leur pays, qui ont dû se retrouver en Belgique pour raison X ou Y, ça n'a aucune importance, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas parce que ça ne fait que renforcer le sentiment de relégation. Et on s'est bien rendu compte que pour ça, la méthode est contre-productive, en tout cas avant qu'un travail de deuil ne soit fait. Donc voilà, ça c'est un peu pour le public. Ou sinon, on a un peu de tout. Hein. Jeunes, pas jeunes, beaucoup de pas jeunes, énormément de pas jeunes. On a des personnes sortant de prison, des personnes ayant des addictions, on a un peu de tout, quoi. Enfin, la société belge. Donc on a vraiment un peu de tout. Et en fait, ça ne pose aucun problème. Ce que je trouve très chouette dans la méthode, c'est qu'on arrête de projeter sur les gens. On arrête de se projeter sur les gens et on arrête de savoir à leur place. En tout cas, on essaye, hein, il ne faut pas rêver. Mais voilà, c'est quelque chose qui permet d'objectiver et d'aller le plus loin possible. Voilà, je ne sais pas si des questions, des remarques, des cris, des insultes. Merci à vous deux. Et oui, j'espère qu'il y a des questions dans la salle. En tout cas, un grand merci par rapport à l'explication. En tout cas, moi, j'en ai une concernant justement l'émergence de la méthode. Est-ce que vous avez été confronté au pouvoir politique et à des freins institutionnels? Oui, mais disons que la méthode, aujourd'hui comme hier, comme à ses débuts, est toujours finalement résolument à contre-courant, hein, à contre-pied des approches habituelles, hein, qui vont à peu près toujours dans le même sens, hein, depuis maintenant une quarantaine d'années. Hein, les présupposés des politiques d'emploi et d'insertion restent centrés sur les individus, sur le développement des capacités des personnes à travailler. Donc, oui, du coup, on peut se retrouver effectivement en but à certains freins, mais en même temps, il y a aussi dans les institutions elles-mêmes un certain nombre d'acteurs qui voient bien un petit peu les impasses de ces logiques-là et qui cherchent à faire évoluer les choses. On est, par exemple, depuis plusieurs années, engagé dans un processus de formation des conseillers entreprises de Pôle emploi sur plusieurs régions. Alors, ça ne s'est pas fait par hasard aussi, c'est parce que au départ, une des personnes de la direction régionale des Hauts-de-France était une ancienne chargée de mission IOD. Voilà, et on s'est retrouvé donc à devoir former effectivement les conseillers entreprises sur la région Hauts-de-France, puis Centre-Val de Loire, à former des formateurs sur des modules, là aussi, médiation, ou travail sur l'offre voilà, au sein de Pôle emploi.
Donc, je dirais les choses sont contrastées hein, par rapport. Mais les blocages sont autant politiques que culturels, hein, parce qu'effectivement, Hérold l'évoquait, hein, il y a aussi les paradigmes d'une certaine culture du travail social. Je dis d'une certaine culture, parce qu'il ne faut pas oublier que la culture du travail social dans les années 70 était une culture beaucoup plus ouverte, je dirais, à des approches systémiques, hein, le travail social communautaire, les actions collectives. Voilà. Et donc voilà, on fait notre chemin voilà, à travers ces résistances ou ces pesanteurs, aussi bien institutionnelles, politiques que culturelles. Mais en même temps, on s'aperçoit quand même qu'ici ou là, hein, il y a quand même pas mal de gens qui sont preneurs hein, d'autres manières de voir et d'autres manières de faire, surtout. En général, c'est à partir du moment où on démontre par l'exemple hein, qu'on peut faire différemment. Je me rappelle la formation avec les agents Pôle emploi. Ben, au départ, quand ils voyaient arriver les formateurs de transfert, ils disaient qu'est-ce que c'est que ces Bordelais qui viennent nous apprendre notre métier, quoi. Et en fait, ils ont été accompagnés dans leurs interventions en entreprise avec des formateurs qui ont pris la main. Et là, ils se sont rendus compte, ah oui, tiens, on peut engager le dialogue avec une entreprise de cette manière-là. Ah oui, on peut oser poser des questions sur des questions économiques à l'entreprise, sur sa situation et ses enjeux économiques. Ah oui, on peut lui proposer ceci ou cela. Voilà. Et voilà, dès lors que les gens voient que c'est possible, ça leur devient du coup un peu plus souhaitable. Voilà. Parce que très souvent, finalement, c'est comme Hérold parlait très bien de la posture par rapport à l'entreprise. Je pense que je dirais, il y a des résistances culturelles qui sont liées à une certaine culture sociale dont je viens de parler, mais il y a aussi des résistances culturelles liées à une certaine culture économique qui a tendance soit, comme l'évoquait Hérold, à diaboliser l'entreprise, hein, soit à la surdimensionner. Hein. Donc, il faut à la fois voilà, la dédiaboliser et la démystifier. Hein, ce qui est intéressant, donc, les concepts en sociologie, lorsqu'on analyse les travailleurs sociaux dans le rapport à l'entreprise, soit la diabolisation, et soit ce qu'on appelle l'inféodation, inféodé, quoi. Et très souvent, on se retrouve avec des travailleurs sociaux qui rajoutent des critères par rapport à l'entreprise, ce qui ne fait qu'augmenter la discrimination. Oui. Une question pour vous, Hérold. Tout à l'heure, vous avez parlé justement du changement de paradigme par rapport au travailleur social. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a des compétences nouvelles à acquérir pour ces travailleurs sociaux qui auraient à mettre en place cette méthode iodée? Compétences de négociateurs, de médiateurs, qu'ils n'ont pas forcément à la base? Milouda, juste pour info, il y a 2 questions de la part aussi des participants qu'il faudrait prendre. Oui, merci. OK. Je vais répondre oui et non. En fait, il y a des processus, et pour moi, ce sont des processus cognitifs, et ce sont aussi des habitus à acquérir. Pour moi, ça, c'est super important. Le reste, je me rends compte, moi, que, entre guillemets, un bon travailleur social est outillé. Est outillé au questionnement, il est outillé à l'écoute active, il est outillé à pas mal de choses. L'idée, de nouveau, c'est comment on utilise ces outils. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis Denis Lizen, je suis chargé de projet pour Trajectoire Jeune de la commune d'Anderlecht. Et en fait, ma question va plus vers les clients. On a eu là tout de suite voilà, l'état des lieux des profils des demandeurs d'emploi, ceux qui sont, ce qui est possible ou impossible à mettre au travail. Mais est-ce qu'il y a la même évaluation par rapport aux employeurs? Est-ce qu'il y a des employeurs qu'il ne faudrait même pas démarcher parce que ça ne fonctionnera pas chez eux? Plus un petit peu pour avoir un état des lieux vers qui, moi, en tant que chargé de projet, je peux démarcher en ayant le plus de chances possible de pouvoir proposer ce concept qu'on compte faire ici avec Trajectoire Jeune de la commune d'Anderlecht. Je dirais que dans les 2 cas, il faut partir sans a priori et sans se raconter qu'on va évaluer. On n'évalue rien du tout. Hein. Ce dont Hérold parlait par rapport aux demandeurs d'emploi, c'est des constats tirés de l'expérience, hein, de la pratique. Et d'ailleurs, je pense qu'effectivement, les personnes dont il parlait, effectivement, qui ont été médecins, ingénieurs, etc.,
il suffit de leur présenter très clairement l'action et de leur dire voilà les postes qu'on pourra vous proposer. Et là, effectivement, dès le départ, la question ne se pose plus, mais c'est eux qui font le choix. Voilà. La question, c'est qui fait le choix. C'est la même chose par rapport à l'entreprise. Il faut partir sans a priori. Toute entreprise est susceptible de changer, d'évoluer dans ses pratiques. Les entreprises sont, comme tout acteur social, soumises, perméables, je dirais, aux influences de leur environnement. Et aux influences notamment de différents intermédiaires du marché du travail. Donc, il s'agit de savoir là aussi comment on va se mettre en position d'influence. Après, quand même, pour répondre à cette question, je dirais positivement, je dirais qu'il y a quand même une cible première des actions IOD, ce sont les TPE, PME. C'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas de structuration RH. Alors, toute équipe IOD travaille aussi avec des grandes entreprises. Là, c'est un peu plus compliqué, il faut être plus stratégique parce que dans les grandes entreprises, il y a une DRH. Et une DRH qui a des pratiques bien installées et qui parfois n'aiment pas trop qu'on marche sur ses plates-bandes. Donc, il faut composer avec ça. Mais quand même, la cible première, ce sont ces petits patrons de TPE, de PME, qui, encore une fois, sont démunis par rapport à l'exercice de leur fonction d'employeur et qui, eux, sont très preneurs d'un service qui, parfois, vient les sortir de leur isolement et, en tout cas, vient les aider à structurer des questions qui ne s'étaient pas posées ou mal posées et à structurer des réponses concrètes dans leur fonctionnement interne. Autrement, je ne vois pas de contre-indication par rapport effectivement au choix des entreprises avec lesquelles on va travailler. Là aussi, c'est une posture de non-savoir. Je m'adresse à une entreprise, bon, je connais son nom, je sais son secteur d'activité, même sur Internet, j'ai pu voir les postes de travail qu'elle proposait, mais je ne sais rien sur cette entreprise. Je ne sais pas quels sont ses enjeux, je ne sais pas quel est son fonctionnement interne réel, je ne sais pas quelle est la réalité des postes derrière les intitulés. Donc, la seule chose à faire, c'est d'y aller, d'aller voir. Donc, de rencontrer l'employeur, de dialoguer avec lui, de le questionner de manière approfondie et en détail pour effectivement faire le lien entre ses enjeux, ses préoccupations et les réponses qu'on peut lui apporter. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre le relais par rapport à une question. Vous dites aller voir l'entreprise, découvrir, voilà, y aller. Et donc, il y a une question dans le chat qui va dans le sens de savoir si justement il y a une formation pour apprendre à y aller. Une formation qui, est-ce que c'est une manière de fonctionner qu'on apprend sur le terrain ou alors il y a bien effectivement un modèle de formation qu'on peut acquérir, pour lequel on peut s'outiller? Parce que je pense que c'est un outil apparemment. Alors, il y a un modèle, Erol pourra en parler, il y a un référentiel méthodologique, là aussi construit par l'expérience. Moi, à Transfert, en fait, j'anime ce qu'on appelle le pôle recherche, qui est un espace où on essaye de faire l'aller-retour entre la théorie et la pratique, si vous voulez, entre le projet et la réalisation à travers la mise en place d'enquêtes, d'études et surtout d'expérimentations de pratiques nouvelles. Donc, les pratiques qui sont formalisées dans le référentiel IOD sont des pratiques qui ont été construites progressivement au fil du temps, évaluées, expérimentées et évaluées, et donc qui viennent fournir à la fois, si vous voulez, des principes directeurs et puis une sorte de boîte à outils pour les interventions en entreprise. Mais à partir de là, l'essentiel, c'est de comprendre la démarche. Après, les chargés de mission, ils s'approprient l'activité IOD, la démarche IOD à leur manière, avec leur propre style professionnel, avec leurs propres idées, leurs propres initiatives et parfois leurs propres pratiques qui ne sont pas forcément toutes inscrites dans le référentiel. Voilà, donc l'essentiel, c'est que ça reste effectivement dans le cadre de référence et que ça suive un peu les grands principes stratégiques. Voilà.
J'aimerais rajouter une chose. Je pense qu'en termes de cohérence, de congruence aussi, on ne peut pas défendre une méthode qui dit « va voir sur place, mets-toi en relation » en suivant un cours préalable, mais c'est en étant sur place, en allant voir ce qui se passe et en déconstruisant les choses, qu'on construit sa propre façon de fonctionner. Je trouve qu'en termes de cohérence par rapport à la méthode, nous-mêmes, on doit être cohérents. C'est-à-dire que quand nous faisons du recrutement pour un chargé de mission, on utilise la méthode IED. Et c'est en étant sur place, en étant formé sur le terrain, avec des experts, en déconstruction des représentations, en déconstruction de ce qui est en train de se passer, qu'on arrive à former et à se former une identité professionnelle, mais qui est propre, unique. Vous avez dit tantôt il fallait 2 ans pour entrer dans cette posture. C'est 2 ans de formation ou bien enfin de formation en allant sur le terrain, en s'appropriant effectivement la manière d'engager la conversation, la manière de poser des questions, la manière de négocier. Nous commençons systématiquement la formation par un vie ma vie. C'est-à-dire, on prend 2-3 actions typiques IED. Généralement, c'est la première visite, généralement, c'est une analyse de situation de travail. Et cette action, qu'on a décomposée en actions, chacune de ces actions est faite 3 fois. C'est-à-dire une première fois où la personne qui vient d'être engagée est observatrice. La deuxième fois, on se met d'accord sur, mais tiens, qui va prendre quel rôle? Et la troisième fois, la nouvelle chargée de mission, le nouveau chargé de mission a le rôle de mener l'entretien. Et à chaque fois, c'est débriefé. À chaque fois, c'est retravaillé et on fait ça au fur et à mesure. Après, on travaille ensemble. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout le jargon, mais après, on déconstruit parce qu'on a un syllabus, évidemment. Donc, on déconstruit tout ça. Et après, on leur fout la paix pendant quelques mois. Et on les laisse construire. Tout ce qu'on fait comme retour, tiens, pour toi, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui est difficile, sur quoi on peut travailler. Et ce n'est qu'au bout d'1 an que nous retournons en entreprise, que nous refaisons les actions avec la chargée de mission. Ce n'est pas une évaluation, on n'est vraiment pas là-dedans, mais c'est de l'intervision. C'est-à-dire chacun va dire, mais tiens, voilà ce qui se passe, voilà comment je vois les choses. Mais de nouveau, et ça ne fait pas des croyances, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, c'est sur poste qu'on peut apprendre un métier. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est sans doute en lien quelque part, puisque ça pose une autre question. Vous avez évoqué la congruence, etc. Ici, ça pose la question de la légitimité. Donc, il y a, je ne sais pas qui, Zoé qui pose la question. Peut-être, Zoé, veux-tu la poser oralement? Je ne sais pas. Zoé, oui. Donc, ma question concernait la légitimité, donc, parce que vous parlez ici en tant qu'acteur des missions locales, de Pôle emploi, donc ils sont quand même des institutions reconnues par les employeurs. Et donc, de savoir si une structure lambda moins connue pourrait appliquer la même méthode aussi facilement, pas en termes de connaissances et de compétences, mais plutôt de portes qu'on laisserait ouvertes ou pas. Oui. J'ai un élément très facile par rapport à ça. Nous n'avons jamais rencontré un employeur qui savait c'était quoi une mission locale. C'est réglé. Okay. C'est parce que je suis travailleuse sociale, c'est pour ça. Quant à la légitimité de Pôle emploi, quand on écoute les discours des employeurs sur Pôle emploi, elle est fortement à relativiser. Parce que justement, c'est même un jeu, presque, de taper sur Pôle emploi et de faire… Justement, quand on fait des bilans de collaboration avec les entreprises, moi je mène beaucoup d'enquêtes évidemment, et quand je mène des enquêtes avec les entreprises, très souvent, la première chose, c'est d'aider l'employeur à aller au-delà de son discours anti-Pôle emploi, parce qu'il valorise tellement l'action, il la valorise en disant, contrairement à Pôle emploi, voilà, ceci, c'est… Donc, il vaut mieux finalement que la structure qui porte l'action, et donc qui sera identifiée aux yeux de l'employeur, soit la plus neutre possible. Ce qui est important surtout, c'est que l'employeur n'identifie pas, en tout cas au départ, la dimension sociale. Parce que là, du coup, ça va activer là aussi tout un tas de stéréotypes, dimension sociale,
chômeurs, personnes en difficulté, etc., etc. Et donc, si l'action elle-même est stigmatisée, ben, ça stigmatise par avance toutes les personnes qu'on pourrait adresser à l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne se présente pas comme mission locale, carrément. Voilà. Nous, on se présente CEDE, donc c'est la cellule emploi et développement économique. Voilà, c'est ça. Et finalement, tous les services IOD, alors ils sont portés par des structures extrêmement diverses, hein, associations, organismes de formation, collectivités territoriales, foyers de jeunes travailleurs, parfois des dispositifs d'insertion comme des plis, enfin, c'est extrêmement variable. Mais à chaque fois, le service IOD se donne une dénomination qui effectivement le neutralise. Hein, par rapport, et donc c'est effectivement, ben, ça peut être objectif entreprise, cap entreprise, cap emploi, etc. Bon, est-ce qu'on pourrait dire que la méthode et la démarche à voir avec le marketing social, elle est inscrite dans le marketing social plutôt que dans la dimension sociale qui pourrait stigmatiser? Ben, on pourrait dire en tout cas que les acteurs IOD sont des médiateurs économiques à vocation sociale. Voilà. Ils agissent résolument sur le versant économique, hein, comme l'a très bien dit Hérold. Il ne s'agit pas de jouer sur la fibre, une quelconque fibre sociale, philanthropique ou de l'employeur. Au contraire, il s'agit de l'appréhender à travers ses enjeux économiques. Hein. Et donc d'avoir effectivement un discours, une manière de se présenter qui effectivement amène l'employeur à regarder comme un interlocuteur valable par rapport à ses enjeux économiques. Mais en même temps, ne pas oublier que tout ce travail-là, on le fait par rapport à des finalités sociales. C'est pour ça que l'évaluation est extrêmement importante, hein, dans les dispositifs IOD, parce qu'elle permet non seulement de voir effectivement est-ce qu'on a permis à tant de personnes d'accéder à l'emploi durable et de s'y maintenir, mais aussi est-ce qu'on a bien ciblé les publics qui en ont le plus besoin, ceux qui se heurtent le plus au barrage sélectif du marché du travail. Il vaut mieux, par exemple, des résultats quantitatifs un peu moindres, mais avec des publics voilà, encore plus stigmatisés. Hein, pour nous, c'est vraiment ça. Donc, toutes nos évaluations visent toujours à voir jusqu'à quel point nos stratégies économiques permettent de servir le projet social qui est le nôtre au départ. D'où l'importance, je voudrais rebondir là-dessus, d'où l'importance d'avoir une méthode relativement ferme. C'est-à-dire que, on le sait, la dérive est facile, la dérive est rapide et en plus la dérive est efficace. C'est-à-dire que plus on va dériver, plus on va placer du monde, mais plus on va reproduire la relégation. C'est ça. Okay, et de pouvoir se dire, OK, cette tension, c'est nous qui la portons. Ce n'est pas le travailleur, ce n'est pas l'employeur, c'est nous qui devons porter cette tension. Et cette tension, et là je reviens à ce qui était demandé en termes d'expertise et compagnie, cette tension, elle se diffuse dans les outils, elle se diffuse dans l'analyse, elle se diffuse à certains moments par le questionnement. Okay, et donc l'expert, ce n'est pas le chargé de mission IOD, l'expert, c'est l'employeur et l'expert, c'est le travailleur. Okay, notre expertise, entre guillemets, ne se situe qu'au niveau du questionnement et de l'analyse. Exactement. Ouais. Je peux vous demander, est-ce que vous avez fait des petits, entre guillemets, dans d'autres missions locales ou ailleurs, en Belgique par exemple? Donc, il y a plusieurs projets en Belgique. Il y en a un à Libramont qui fonctionne. La Mirena, donc la mission régionale de Namur, veut se lancer aussi. Et ici, nous sommes en partenariat avec 6 des 9 missions locales de Bruxelles. D'accord, ok. Ouais. Oui. Et vous travaillez, puisque là, on est quand même en train de se poser des questions sur la manière d'accompagner un public jeune. Est-ce qu'il y a éventuellement des trucs et astuces que vous pourriez partager plus spécifiquement qui concernent ce public plus jeune avec cet outil-là? Oui, alors ce qui est très intéressant avec cet outil-là, c'est que les actions sont standardisées. Et comme elles sont standardisées, les jeunes se rendent compte tout de suite
mais alors vraiment tout de suite, qu'on les prend pour des adultes. C'est-à-dire qu'on n'adopte pas un langage particulier, on n'adopte pas une façon de fonctionner particulière, et ils le ressentent tout de suite. Hein. Et le fait de commencer les entretiens uniquement par le fait de proposer des offres est super gratifiant, surtout pour un public jeune qui n'a pas d'expérience. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et de pouvoir dédramatiser, on va te mettre en relation, ça vaut ce que ça vaut, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est bien aussi, ce qui permet vraiment de se lancer. Ce qui est chouette dans la méthode, c'est la réactivité. Et ça répond assez bien à un public jeune, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps. Oui. D'ailleurs, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, hein, la méthode IOD a commencé avec un public 16-21 ans, hein, en suivi socio-judiciaire. Ah, oui. Et actuellement, là, depuis 3 ans, on travaille avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur un programme qui s'appelle Insérer pour former. C'est le nom donné à IOD, parce que Insérer pour former, c'était aussi une formule de Denis Castrat. Et donc, sur l'ensemble de la région, hein, sur les différents départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille avec tout un réseau d'acteurs, alors principalement des missions locales, mais aussi des centres de formation des apprentis, des chambres de métiers et d'agriculture, pour proposer à des jeunes en situation de décrochage, hein, donc précocement sortis du système scolaire, là aussi des mises en relation avec des entreprises et un accès direct à l'emploi, en évitant, comme je disais encore, de leur demander de retourner à ce qui pour eux est synonyme d'échec, c'est-à-dire de retourner à l'école, c'est-à-dire de repasser par la case formation. Ce qui est intéressant dans ce programme, mais c'était aussi l'idée de Denis Castrat, hein, c'est que la formation peut aussi être une réponse tout à fait intéressante à partir d'une expérience d'emploi ou à partir d'une position d'emploi. Et très souvent, d'ailleurs, la formation pour des jeunes qui ont décroché, qui ne veulent plus entendre parler de l'école, qui ne veulent plus entendre parler de formation, il y a des projets de formation qui se construisent, mais à partir d'une position d'emploi. Et là, elle prend sens par rapport à des opportunités et des constats concrets que peut faire le jeune et de la mise en relation entre ce qu'il sait faire, ce qu'il sait moins bien faire, ce qu'il voudrait faire et ce qui est proposé dans le monde du travail. C'est très juste. Et donc, je ne sais pas, donc, ici à Bruxelles, nous avons un système qui s'appelle la FPI. La FPI, c'est la formation professionnelle individualisée, c'est-à-dire c'est une personne qui est engagée sur un poste et en même temps qu'il est engagé, mais vraiment engagé, on le forme. Et donc, nous avons retourné, on parlait de pédagogie inversée, là, donc on a retourné l'argument en disant la logique même d'andragogie, c'est qu'un adulte apprend en faisant. Il ne retient que ce qui fait sens et il ne retient que ce qu'il utilise. Et donc, c'est sur le poste. Et donc, on utilise de la formation, mais après signature du contrat. Vous recrutez vos collaborateurs avec la méthode IOD? Tout à fait. Tout à fait. Et alors, oui, il faut être cohérent quand même. Oui. Donc, tout à fait. Donc, le système de recrutement, c'est d'abord une séance d'information où les personnes se positionnent, où on nomme tout. On nomme les chiffres, on nomme les actions, on nomme ce qui est attendu sur le poste. On nomme le fait qu'il ne s'agira pas de négocier, de faire certaines actions et pas d'autres. On nomme tout. Dans un second temps, les personnes qui sont intéressées viennent et passent une demi-journée avec nous. Okay. À la fin de cette demi-journée, on a une analyse, enfin, on débriefe ensemble. On ne sélectionne toujours pas. Ensuite, on revient, on laisse un peu de temps, on revient, on revoit toutes les personnes. Okay. Et là, on a un questionnement. On a un questionnement qui est beaucoup plus éthique, qui est beaucoup plus sur accepter de prendre une position, de prendre un rôle. Okay. Et à partir de là, nous pouvons engager les gens. Donc, toutes les personnes qui sont ici ont fait cette procédure-là, où c'est elles-mêmes qui se sont positionnées. Et c'est très amusant que généralement, juste après la séance d'info, on n'a plus la moitié des personnes. Parce que beaucoup sont dans cette logique de travail social habituelle, entre guillemets, et c'est eux-mêmes qui se positionnent en disant « ça, c'est pas pour moi ». Anne-Catherine, tu avais une petite question, je te vois un peu… Non, c'est parce que je vois qu'il y a encore juste des questions. On demande si sur Charleroi, notamment, cette méthode existe. Moi, je sais que normalement, je pense que les missions régionales pour l'emploi
Wallonie essaie aussi d'adopter un peu cette méthodologie. Je ne sais plus si elle est exactement mise de la même façon. Mais non. Alors, la mission régionale donc, de Charleroi avait un système un peu hybride. Les prospecteurs d'entreprise, en fait. Moi, j'ai fonctionné avec la Miroapi beaucoup, donc… Moi, j'avais eu la séance d'information dans les années 90 sur la méthode IED. Mais donc, c'est vrai que, voilà, moi je n'ai pas entendu tout ça. Non, moi, ma question, c'était plus, est-ce que c'est possible vraiment, dans votre parcours, parce qu'on est lié à l'habitat, d'avoir des personnes sans abri qui décrochent un emploi et qui arrivent à s'impliquer? Nous en avons. Oui, tout à fait. Ouais. Nous en avons. Et de nouveau, hein, donc c'est la logique du housing first. Ah ben oui. Oui. Et oui. OK. Eh bien, nous, on est dans la logique du working first. Oui. Alors, le tout, c'est qu'est-ce qu'on met en place. Donc, ça demande juste des ajustements. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place pour que les personnes puissent tenir à l'emploi le temps de trouver le logement. Mais oui. Donc, on a des personnes qui dorment dans leur voiture et qui viennent prendre des douches ici et qui travaillent. Voilà. Parce qu'on vient de me dire maintenant qu'il y a une situation justement d'une jeune… Parce qu'on a un projet transfrontalier. Il y a une jeune Française qui vient de décrocher un contrat en Wallonie. Elle a tout quitté en France et elle ne peut pas signer son contrat de travail parce qu'elle n'a pas de domicile. Donc, on est en train… On est en truc… Si elle est en Belgique, si elle est en Belgique, ce qu'elle peut faire, c'est s'inscrire au CPAS pour avoir une boîte postale. Ça ne pose aucun problème. On a sa boîte postale à certains endroits. Donc, c'est ce qu'on fait, nous. Hein. Ah, ils n'ont pas voulu, nous. C'est ça pour ça. L'adresse de référence, vous voulez dire. Exactement. Voilà. Ils disent oui, puis ils lui disent non, puis en fait, il semblerait que ce soit pas possible. Et puis, vu qu'elle est dans une voiture et qu'elle change de ville, il se rebalance l'info parce que personne n'est compétent, c'est toujours les autres, c'est pas eux. Hein, donc, voilà, je l'ai Elle a été radiée. Est-ce qu'elle a été radiée d'où elle était en France? Elle m'a dit que oui, elle n'avait plus du tout d'adresse en France. Oui, mais c'est encore pas la même chose, qu'effectivement, elle ait été officiellement radiée. C'est ça. Et donc, si elle n'est pas radiée, elle peut encore officiellement utiliser cette adresse-là. Voilà. Et donc, maintenant, c'est CPS qui savent si elle a été radiée ou pas de son adresse française. Alors, je me demande, justement, c'est parce qu'elle n'a pas été radiée. C'est-à-dire qu'elle pourrait signer son contrat en prenant son ancienne adresse, dormir dans sa voiture et puis se chercher une nouvelle adresse. Mais il faut analyser, hein, il faut bien regarder les choses, si elle a été radiée ou pas. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Dites, excusez-moi, j'interviens peut-être en dernière minute, mais je suis la personne donc, du Housing First qui a posé la question concernant sur Charleroi. Donc, si j'ai bien compris, c'est la mission régionale en Wallonie qui propose ce genre de méthode? Non, en fait, ce que moi j'ai entendu, c'est qu'effectivement, ils avaient, en fait, à la MIREC, ils ont aussi… Ah, c'est à la MIREC, ok. La mission régionale de Charleroi, c'est la MIREC. Et donc, ils ont ce qu'on appelle dans le jargon des missions régionales les prospecteurs d'emploi, en fait, qui vont effectivement dans les entreprises. Mais je ne pense pas, d'après ce que disait tantôt M. Descamps, qu'ils utilisent nécessairement à la MIREC, en tout cas pas actuellement, la technique de l'IED. En fait. Monsieur Janssen est encore avec nous. Oui. Il y avait eu des contacts. Moi, j'y avais été une fois à la mission locale à la MIR de Charleroi. Et voilà, bon, finalement, d'autres choix avaient été faits. Donc non, il y a la MIRESSEM qui en fait a été la première action IED en Belgique, voilà, avec qui on est toujours en partenariat. On doit relancer notre processus de formation avec eux. Voilà, donc du côté MIR, il y a la MIRESSEM qui par contre est un ancien partenaire de longue date. Voilà. D'accord. Okay. Merci. Merci. Bon après-midi. Et à Libramont, vous allez aller… qui est intéressé par la méthode IED du côté de Libramont?
Alors là, je peux pas vous répondre parce que effectivement, en fait, la mission locale de Forest est notre relais en Belgique. On est en train de construire avec eux un processus pour que ce soit eux qui forment, effectivement. D'accord. Le transfert interviendra un petit peu en supervision et en complément, mais c'est la mission locale de Forest qui aura pour vocation à former toutes les nouvelles structures qui veulent se former à la méthode iodée en Belgique. Oui, c'est ça. Je posais cette question-là par rapport à Libramont parce que là, c'est une région vraiment très, très rurale, évidemment. Oui. On fait tout de suite beaucoup plus de kilomètres. Ça ressemble même plus à la France qu'à la Belgique. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Parfait, je confirme. Un petit peu comme en Gironde, hein, sur D2C, on a pas mal d'actions en milieu rural, effectivement. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Bon, cette fois-ci, je vais vous quitter. Et voilà, je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Encore merci. Au revoir. Au revoir. Oui, ouais.